Mes amis, nous nous retrouvons pour ce numéro de Stratégone du 9 avril avec Éric Denessé, Édouard Husson. Bonjour messieurs. Bonjour Bonjour Eric. Eric et bonjour Eric. Alors, Bonjour Edouard. je voulais qu'on aborde aujourd'hui un sujet très technique, c'est pour ça que vous n'êtes que deux, c'est pour que d'abord vous êtes des spécialistes de ces questions, puis c'est pour que vous ayez le temps de les approfondir et de débattre entre vous, puisque je voulais qu'on parle de la course à l'hypersonique en posant la question en filigrane qui est est-ce que il y a un risque de guerre hypersonique dans les années à venir avec cette volonté qui a été rendue publique de l'armée américaine de rattraper son retard en matière d'hypersonique, retard sur la Russie et retard sur la Chine. Alors, bien entendu, vous avez vu ces informations circuler, et ça m'aurait déjà intéressé, un, que vous nous redisiez ce que sont les armes hypersoniques, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant, notamment en les comparant aux armes nucléaires. Est-ce que c'est plus destructeur, moins destructeur? Est-ce que c'est différent? Et puis, est-ce que ça vous paraît crédible que les États-Unis soient prêts à livrer une guerre hypersonique à partir de 2030? Eric, vas-y, je sais que tu es sur les charbons ardents. Écoute, d'abord, je crois que pour les auditeurs, il faut expliquer cette différence effectivement entre les vecteurs et l'armement qui est emporté. Pendant longtemps, on a travaillé avec des missiles supersoniques, c'est-à-dire qui allaient un peu plus vite que la vitesse du son. Avec l'hypersonique, on est passé dans des dimensions incroyablement plus rapides. Mais une arme hypersonique peut emporter des explosifs classiques, comme elle peut emporter, les Russes l'ont montré, elle pourrait emporter un armement nucléaire. Et c'est ça qui change considérablement la donne, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe quasiment aucun système antiaérien ou antimissile qui puisse arrêter des armes hypersoniques tellement elles vont vite, et elles vont de toute façon beaucoup plus vite que les systèmes antiaériens. Euh, et alors, le débat qui se pose aujourd'hui, c'est finalement pas tant le problème de l'arme hypersonique par rapport à l'arme nucléaire, mais c'est qu'est-ce que l'on fait si un conflit éclate demain et qu'on est visé, alors nous, Français, les Américains, peu importe l'acteur, par des armes hypersoniques qui n'emportent pas d'armes nucléaires. C'est-à-dire, est-ce que l'on pourrait riposter avec une arme nucléaire face à une frappe ciblée d'un missile hypersonique donc qui perce nos défenses, qui perce les défenses antiaériennes et antimissiles extrêmement vite, mais qui n'est pas une arme nucléaire. Et les nations qui ne seront pas dotées à leur tour d'armes hypersoniques, comment réagissent-elles? Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui du débat aux États-Unis et du débat que nous devrions avoir en France sur il nous faut mettre en place une dissuasion finalement infranucléaire qui permette de riposter à une frappe de missile hypersonique non nucléaire sans être obligé de recourir ou à l'arme nucléaire, ou tout simplement ne pas pouvoir riposter. Et alors, on l'a vu, les Américains ont pris un retard énorme par rapport aux Russes. Ils ont fait des essais d'armes hypersoniques il y a encore, au cours du second semestre 2024, qui n'ont pas été performantes. Donc, ils s'activent vraiment pour rattraper leur retard. Et je crois que 2030 n'est pas une date n'est pas du tout une date fantaisiste. Il va leur falloir du temps, voire, je dirais, peut-être même plus que 2030, parce que c'est pas tout d'avoir une arme qui fonctionne. Encore faut-il aussi la produire en suffisamment grande quantité pour pouvoir disposer d'un arsenal. Voilà en quelques mots d'introduction. Édouard, cette date de 2030 pour l'armée américaine, est-ce que tu y crois? Alors c'est plausible à condition qu'il y ait un effort coordonné de des scientifiques du Pentagone et qu'il y ait d'autre part une stratégie vraiment suivie de près par le président pour comprendre par comparaison. Il a fallu une bonne quinzaine d'années à la Russie pour développer des armes hypersoniques avec un stratège, en l'occurrence, qui était Poutine, qui, au début des années 2000, quand les États-Unis sortent euh, du, du traité de limitation des armes antimissiles, réunit ses militaires, ses scientifiques et lance un programme puisqu'il va falloir, dit-il, être capable de percer un éventuel bouclier américain si nécessaire. Donc, ce qui est étonnant, c'est que les Américains aient autant de retard, effectivement. Parce que moi, je me rappelle le 1er mars 2018, quand Poutine a fait
sa conférence de presse annonçant de nouveaux types d'armes, dont les armes hypersoniques. Beaucoup de gens ont ricané du côté occidental. Ah, qu'est-ce que les vidéos sont belles, c'est de la science-fiction. D'ailleurs, à l'époque, ce qui est intéressant, le seul qui n'avait pas ricané, c'était Trump, qui était président et qui avait déjà piqué une colère en disant c'est pas normal que nous soyons en retard là-dessus. Bon, là on est 7 ans plus tard et effectivement le sujet est bien celui-là pour les États-Unis. Alors simplement pour donner une anecdote, au début de la guerre d'Ukraine, lorsque la Russie a utilisé les premiers missiles qu'on peut qualifier d'hypersoniques, les Kinjal, moi j'écrivais dans le courrier que la Russie avait 5 ans d'avance sur les Américains. Et un officier français qui connaît bien le sujet, dont je tairai le nom par confidentialité, m'a dit non, 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 les Russes ont au moins 10 ans d'avance et les Chinois ont au moins 5 ans d'avance sur les Américains. Et en fait, c'est ce dont on s'aperçoit actuellement. Quand on dit 2030, eh bien, on part de l'idée qu'il y a 5 ans de retard. Mais je rejoins Éric Denessé sur le fait que ça va peut-être durer plus pour les Américains que 5 ans, parce que il n'y a pas que l'arme hypersonique, il y a la conception stratégique qui est derrière. Et je crois que c'est vraiment le type d'arme, un peu comme l'arme nucléaire à une certaine époque, c'est vraiment le type d'arme où la stratégie emporte les choix techniques qui sont faits. Est-ce que ça signifie que nous pourrions adapter, ce qu'on n'a pas dit, on n'a pas parlé de la France, mais est-ce que ça signifie que les puissances qu'il y aura des puissances hypersoniques comme il y a des puissances nucléaires aujourd'hui? Il y a déjà deux puissances hypersoniques, la Chine et la Russie. Est-ce que l'arme hypersonique oblige à modifier la doctrine nucléaire et est-ce qu'elle peut constituer un change maker, comme on dit, un changeur, changeur de règles dans les grandes stratégies balistiques mondiales? Alors, écoute, oui, moi je le pense, mais juste avant, je voudrais aussi rebondir sur ce qu'a dit Édouard en étant d'accord avec lui. Il faut, là aussi, sur le retard américain, il faut rajouter une chose, c'est que on sait que les découvertes technologiques vont plus vite quand on est déjà spécialiste d'un sujet que quand on part de zéro. C'est-à-dire que le retard américain, non seulement doit se combler à une époque où les Russes et les Chinois améliorent eux-mêmes la capacité de leurs missiles hypersoniques. C'est ça qui va entraîner un décalage. Qui, à mon avis, ils vont mettre du temps à combler. Bon, l'essentiel, c'est qu'ils arrivent à un stade où ils puissent riposter, pas nécessairement prendre le leadership. Alors après, sur la partie, comment dire, riposte dans le cas de la France, d'abord, il faut rappeler que l'ingénieur à l'origine de la découverte, enfin de la découverte de la mise en place des missiles hypersoniques est Jean-Pierre Petit, un ingénieur français, que la direction générale, la délégation générale pour l'armement en France n'avait quasiment pas donné suite à ses travaux. Il est parti en Russie, et finalement tout son savoir-faire a été très intelligemment exploité par les Russes. En réalité, ce que ça va changer pour notre dissuasion nucléaire, c'est finalement pas tant vis-à-vis des puissances nucléaires en tant que telles, mais si un jour des pays comme l'Iran, la Turquie ou l'Algérie se dotent de missiles hypersoniques qui ne seraient pas globalement nécessairement équipés d'une tête nucléaire et qui là pourraient, depuis l'autre côté de la Méditerranée ou depuis la Méditerranée orientale, envoyer des missiles à longue portée dotés d'explosifs traditionnels contre notre territoire ou contre nos forces armées déployées quelque part. Et à ce moment-là, il nous faudrait avoir, je dirais, une façon de riposter qui ne soit pas celle de l'arme nucléaire en tant que telle, pour pouvoir, comment dire, remettre les choses à l'équilibre sur un plan stratégique. Donc, ça ne remet pas fondamentalement en cause la dissuasion, mais ça veut dire qu'il y a là une vulnérabilité au niveau du, ce que j'appelle le seuil infranucléaire. Euh, pour faire simple, c'est un peu caricatural, mais on peut presque dire que le missile hypersonique devient une arme nucléaire tactique, non, comment dire, presque non nucléaire. C'est-à-dire que voilà, c'est une manière de riposter. Nous devons l'avoir dans l'arsenal pour éviter la montée aux extrêmes. C'est ça l'enjeu finalement. On riposte à une frappe hypersonique avec des moyens hypersoniques pour éviter d'aller dans le nucléaire. Oui, si je peux aller effectivement dans le même sens en variant légèrement l'angle,
Alors, d'abord, ce qu'a dit Eric, me semble-t-il, est très important. Aujourd'hui, certains experts pensent que l'Iran et la Corée du Nord, voire le Yémen, auraient des armes hypersoniques. Alors, on est prudent. Qu'est-ce que ça veut dire? Je rappelle que la caractéristique de l'hypersonique, c'est non seulement la grande vitesse, mais c'est de pouvoir se déplacer de manière aléatoire dans l'atmosphère sur au moins une partie de la trajectoire. Et c'est quelque chose qui est effectivement qui a été développé entre autres grâce aux théories de Jean-Pierre Petit, le physicien français auquel Éric Denessé faisait allusion. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et donc, moi, j'abonde. Je pense que quand on a un gouvernement qui gonfle les pectoraux face à l'Algérie, d'une certaine manière, il a de la chance que l'Algérie, à notre connaissance, ne possède pas encore ce type d'armes, parce que enfin, le gouvernement français aurait dû faire marche arrière beaucoup plus vite qu'il n'a fait par rapport aux exigences qu'il avait posées. Et ça serait pas glorieux insister sur ce qu'a dit Hennessy, qui est extrêmement c'est enfin concernant le stade infranucléaire de la dissuasion. Ça me semble absolument fondamental parce que effectivement, ce dont les Russes se sont dotés et visiblement les Chinois aussi, c'est la possibilité de menacer, voire de détruire de manière massive et précise à la fois des objectifs adverses sans avoir recours à une arme radioactive. Et ça, je crois que c'est absolument fondamental parce que effectivement, ça élargit le champ de la dissuasion. On a une évolution depuis les années 60, depuis que De Gaulle a mis en place la dissuasion nucléaire. On a une évolution qui est vers des vecteurs qui ont toujours plus de précision. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle De Gaulle, comme tous ceux qui ont contribué à fabriquer l'arme nucléaire, voulait absolument éviter son usage comme arme de destruction massive si possible. Il insistait sur la nécessité, à la fin de sa présidence, de développer les armes nucléaires tactiques, qui étaient à potentiel destructeur plus limité, qui étaient des armes plus précises que les vecteurs nucléaires du début des années 60. Mais il est bien évident que si De Gaulle avait été là dans les années 80, quand Jean-Pierre Petit faisait ses recherches, la Direction générale de l'armement ne se serait même pas posé la question de savoir si on donnait suite. Elle aurait donné suite et la France aurait été leader sur ces armes-là. D'ailleurs, on a déjà vu au moment de la guerre du Golfe que les Américains à l'époque avaient fait énormément de progrès sur la précision des missiles qu'ils tiraient. Et donc, il faut voir l'arme hypersonique non seulement comme une arme de grande vitesse et qui peut traverser l'atmosphère avec des trajectoires aléatoires, mais aussi comme une arme hyper précise. Et je crois que c'est tout l'enjeu, effectivement, pour boucler là-dessus, c'est tout l'enjeu, la vulnérabilité de notre dissuasion nucléaire. Que se passe-t-il si les Russes, provoqués outre mesure par Emmanuel Macron, décident de tirer des missiles hypersoniques sur des centres de commandement militaire français, en particulier sur les centres d'où partiront les ordres concernant l'arme nucléaire. Et franchement, à ma connaissance, on n'a pas la riposte. Donc ça dit bien, ça dit bien ce qui est en jeu. Il existe ce centre qui ordonne les tirs nucléaires, Eric? Bah oui, il y en a plusieurs. Il y a d'abord le centre de la force océanique stratégique qui se trouve à Houille, de mémoire. Il y a les bases de Taverny. Alors, là, sur cet aspect-là, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit l'objectif que viseraient les Russes, parce que ce sont des centres durcis, mais effectivement, ils pourraient le faire. Mais déjà, si on pense non seulement aux Russes, mais aux Algériens ou aux Turcs, imaginons qu'ils ciblent avec des missiles du type
peut-être pas Oreshnik ou Kinjal, mais des missiles que pourraient leur vendre les Russes ou les Chinois, une base navale, un régiment, une base aérienne qu'ils détruiraient totalement, parce que l'autre élément, en plus de ce que disait Édouard Husson, c'est que ces missiles sont de plus en plus précis, ils peuvent frapper de plus en plus depuis des distances éloignées, mais leur capacité d'emport de charge explosive est de plus en plus importante. On l'a vu sur les frappes des missiles Oreshnik en Ukraine. Et aujourd'hui, on sait déjà, par exemple, que les Algériens disposent de missiles calibre, qui ne sont pas des missiles hypersoniques, mais imaginez qu'un jour, ils décident de frapper la base navale de Toulon et en détruisent toute une partie. Voilà, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on déclencherait une guerre si on n'a pas les moyens de riposter en envoyant porte-avions, les aéronefs? Est-ce qu'on ferait une frappe nucléaire? Voilà, en fait, il nous manque entre ces deux domaines-là cette capacité de riposte à la fois hypersonique, mais surtout aussi de développer des moyens antibalistiques qui permettraient éventuellement d'intercepter tout ou partie des missiles qui seraient tirés. Je crois qu'il faut aussi revenir un petit peu sur l'histoire. Pourquoi est-ce que des pays du Moyen-Orient ont développé leur système de missiles depuis quelques décennies? Le bon exemple pour moi, c'est la Syrie. Après plusieurs guerres du régime Hafez al-Assad contre les Israéliens, ils ont compris qu'ils ne gagneraient jamais une guerre conventionnelle contre Tsahal. Et c'est à partir de ce moment-là que les Syriens ont commencé à développer leur programme de missiles. Et finalement, c'est une tendance que l'on voit aujourd'hui de plus en plus dans les affrontements. C'est que même si la guerre en Ukraine est une guerre physique par beaucoup d'aspects, elle n'est pas, à mon sens, nécessairement annonciatrice de ce que vont être les conflits futurs. Parce que plus le temps passe, plus on voit qu'on va rentrer dans des guerres à distance, des tirs de missiles, des tirs de missiles basés au sol, des tirs de missiles basés sur des navires, des tirs de missiles de croisière depuis des aéronefs. Et la guerre se fait de plus en plus à distance, d'où l'importance de l'artillerie, des drones et bien sûr tout ce système de missiles. Donc il faut que nous ayons en la matière à la fois des systèmes offensifs pour pouvoir riposter et des systèmes défensifs, c'est assez plus difficile, pour pouvoir intercepter comment dire, ces drones et ces missiles. D'ailleurs, une des questions qui se posent au-delà même du missile hypersonique, qu'est-ce que nous ferions demain si un porte-container non identifié arriver au large des côtes méditerranéennes, embarquer lui-même des drones ayant des capacités de frappe à longue distance et se mettait à bombarder Marseille, Nice ou Toulon. Voilà, on est sur des scénarios de ce type-là, de ce que j'appelle moi la guerre à distance, hein, qui vient complémenter le cyber et tout ça étant bien sûr en ajout par rapport à la guerre conventionnelle que nous connaissons. Donc ça veut dire que cet enjeu des missiles et des missiles hypersoniques et de notre capacité à riposter avec des armements adaptés pour éviter de rentrer dans un conflit nucléaire est absolument essentiel. Est-ce qu'il existe aujourd'hui ces armements qui permettent d'intercepter la course d'un missile hypersonique? Il ne semble pas que les missiles Patriotes aient réussi à intercepter les missiles hypersoniques russes et les systèmes Patriotes. Et puis, il ne semble pas non plus que le dôme de fer israélien ait réussi à intercepter tous les tirs des missiles iraniens, qui n'étaient pas, au demeurant, les missiles les plus modernes, à ma connaissance, dont dispose Téhéran. Je ne sais pas ce qu'Edouard en pense, mais ça me... Oui, je pense qu'en fait, on a deux courses aux armements. Il y a ce qu'on disait au début, c'est-à-dire la question de savoir quand les Américains vont rattraper les Russes et les Chinois pour maîtriser la technologie hypersonique. La deuxième question, c'est de savoir si les boucliers de défense antimissiles sont efficaces ou pas. Et d'ailleurs, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'était bien le pari de Poutine quand il a décidé de développer l'arme hypersonique, c'était de pouvoir percer un bouclier américain. Alors aujourd'hui, on considère effectivement que ce qui se fait de plus efficace, c'est le bouclier antimissile, qui est complexe d'ailleurs, israélien. Sauf que on a eu quand même un malaise certain enregistré dans la presse israélienne après les deux frappes de l'Iran. On a vu quand même beaucoup de questions qui étaient posées. Et puis, moi, je me souviens l'été dernier d'un tir de missile yéménite qui semble avoir percé au moins les premières étapes du dôme de fer. Alors ensuite, ce qui est très difficile à savoir, c'est quel est le degré de dégâts réels qui est causé. Déjà, je pense qu'un pays comme le Yémen est extrêmement satisfait d'avoir réussi à montrer qu'il y a des trous
dans le bouclier israélien. Et puis ensuite, une partie du secret, c'est de ne pas crier victoire, de manière à laisser de l'incertitude aussi devant l'opinion mondiale. Mais on a dit aussi que des missiles yéménites, alors je ne sais pas s'ils étaient hypersoniques ou pas, ont endommagé un porte-avions américain, au moins à deux reprises. Donc, on voit bien l'enjeu de cette guerre à distance. Et d'ailleurs, moi, je suis très frappé pour aller dans le même sens, par un fait, c'est que la Russie et l'Iran et le Yémen, pour prendre ces trois exemples, ont récemment utilisé des missiles qu'ils n'ont pas dotés de charge, même pas de charge conventionnelle. L'Oreshnik, par exemple, lorsqu'il a été lancé dans la région de Dnipro, de Dniepropetrovsk en novembre dernier, le 21 novembre dernier, c'était purement une frappe cinétique. Il n'y avait pas de charge. Donc, déjà pour montrer la capacité d'impact, la précision et l'aspect extrêmement destructeur, puisqu'on a eu des photos des cratères laissés par l'Oreshnik qui sont impressionnantes. Et il semble que l'Oreshnik réussisse à percer des bunkers de l'époque soviétique. Les Russes savent où ils sont en Ukraine. Bon, mais moi, j'ai lu dans une presse un peu spécialisée que les Yéménites auraient tiré des missiles sans charge sur Israël, simplement pour montrer qu'ils avaient potentiellement une capacité de destruction, sans vouloir forcément commettre une destruction massive tout de suite. Donc, on voit bien qu'il y a pour l'instant un mélange de dissimulation et de retenue des puissances qui ont développé des capacités de missiles, ne serait-ce que pour se laisser des options tactiques, et puis aussi dans une logique de nouvelle dissuasion. En fait, je crois que ça, c'est extrêmement important. Il me semble que c'est un des fils directeurs de la conversation qu'on a depuis tout à l'heure, c'est que euh, en amont de la dissuasion nucléaire, il y a un stade infranucléaire de la dissuasion qui est en train d'émerger et que visiblement les Russes, les Chinois sans doute, et peut-être un ou deux autres pays maîtrisent, alors que pour l'instant, les armées de l'OTAN n'ont pas l'air de les maîtriser. Sur ce... Oui, vas-y, Eric. J'aurai une Oui, question après. alors, ce que dit Edouard est important parce que il fait référence dans les frappes cinétiques à ce qu'on appelle l'effet météorite. C'est-à-dire qu'effectivement, des missiles hypersoniques qui ne sont pas dotés de charge sont capables de faire des dégâts similaires à une météorite qui tomberait sur la Terre. C'est ça qui est très intéressant. L'autre élément qui est intéressant, c'est que s'il y a prolifération de ces missiles hypersoniques, pour l'instant, ils ne sont régis par aucun traité international. Ça veut dire que des pays sans compétences scientifiques particulières, à la différence des nations qui disposent de l'arme nucléaire et qui ont eu besoin de développer vraiment toute une infrastructure technique, aussi bien pour l'enrichissement d'uranium, pour la miniaturisation, pour toute une série de choses. Aujourd'hui, un missile hypersonique peut quasiment être vendu, c'est les Russes ou les Chinois décident de le faire, comment dire, à des pays en état de sous-développement technologique, comme c'est le cas du Yémen, et qui, eux, peuvent faire des frappes. Donc c'est ça qui est extrêmement préoccupant et qui est aussi très préoccupant pour nous en France, parce que imaginons que nos amis ou nos adversaires de l'autre côté de la Méditerranée, ou les Turcs qui sont en menace, en montée en menace permanente pour nous, soient dotés de ce genre d'équipement, ce serait très grave. Et ensuite, l'autre élément, c'est que même quand on a des systèmes comme les Patriotes ou le dôme de fer israélien, quand on regarde un petit peu ce qu'ont essayé de faire les Iraniens, c'est qu'ils ont fait d'abord des frappes de saturation avec un certain nombre de vecteurs, que ce soit des drones ou des vieux missiles, qui de toute façon ont déjà provoqué la focalisation du système d'onde de fer sur une multiplicité de cibles. Et à ce moment-là, ben, si on tire un missile hypersonique en plus, on a quand même quasiment toutes les chances que ça passe. Donc il y a vraiment un enjeu nouveau technologique et opérationnel qui se met en place. Et voilà, donc c'est un grand défi. Et dans les réflexions qui ont lieu sur la défense en France aujourd'hui, cet aspect semble tout à fait sous-estimé ou voire même pas pris en compte. Alors, j'ai une question provocatrice. Si on se met à la place des Chinois, à la place des Russes, peut-être de la Corée du Nord, peut-être a-t-elle des armes hypersoniques, ces pays se disent il nous reste 5 ans sûrs pour avoir un avantage stratégique majeur sur nos ennemis, sur l'Occident, puisque pendant 5 ans, nous sommes sûrs que nous pouvons les mater et les bombarder avec des armes extrêmement destructrices sans qu'ils ne puissent les neutraliser. Est-ce que ça ne plaide pas pour que
Russes et Chinois, profitent de l'avantage technologique qu'ils ont pour pousser à la guerre, pousser au conflit, et éventuellement euh, profiter pour en rabattre, pour minorer les Occidentaux, pour les affaiblir. Qui se lance? Je, je commence. Édouard, Vas-y, vas-y. on va le perdre un peu. Ouais. Alors, le raisonnement est logique. D'ailleurs, je me rappelle, Eric, que tu l'avais développé dès les premières semaines de la guerre d'Ukraine, puisque à tout seigneur, tout honneur, il faut rappeler au lecteur du Code des stratèges que c'est toi qui as écrit le premier article sur l'arme hypersonique et ce qu'elle impliquait pour la suite de la guerre. Je Et pense tu même posais avoir déjà. parié à l'époque sur le fait que Poutine en profiterait pour déclarer une guerre conventionnelle en Ukraine. Voilà. Et effectivement, je pense qu'il y a quelque chose d'abord qui est une évidence, c'est que c'est la possession de ces armes qui a donné confiance à l'armée russe. Et on sait que la Russie a vraisemblablement d'autres armes qui avaient été d'ailleurs aussi annoncées le 1er mars 2018, qui soit pas encore complètement fabriquées ou opérationnelles, soit qui sont tenues en réserve. Donc ça, c'est le premier point. Et on peut penser que la confiance croissante de la Chine, elle vient aussi de ça. Que moi, je vois la dureté avec laquelle il riposte au tarif douanier de Trump, mais c'est parce qu'au fond, je pense que les Chinois ont moins peur qu'avant d'un affrontement autour de Taïwan. Et il y a une chose très simple à dire, c'est que ce qu'il y a de plus vulnérable aujourd'hui face à l'arme hypersonique, c'est un porte-avions et que la flotte américaine, très loin de ses bases, elle serait éminemment vulnérable aux missiles hypersoniques chinois ou russes. Alors, le troisième aspect, ce que tu demandes, c'est si finalement euh, Russes ou Chinois ne vont pas réfléchir comme les Allemands de Guillaume II en 1912 qui disait ben, on a quelques années d'avance avant que l'armée russe ait développé son potentiel. La France a des limites démographiques. La Grande-Bretagne n'interviendra pas. Il faut y aller maintenant. Alors, à partir de là, je crois que c'est un débat qui doit avoir lieu avec des connaisseurs de la Russie et de la Chine. Mon sentiment, c'est que la Russie et la Chine ont des stratégies multiples, certains diraient hybrides, qui ne misent pas simplement sur l'affrontement militaire sur le terrain ou sur des échanges de missiles. Je pense que dans la stratégie de Poutine, lorsqu'il se décide à lancer la guerre en 2022, il y a aussi toute une part enfin, il y a une certitude que la Russie peut résister à un nouveau train de sanctions. Ils n'y sont pas allés les mains dans les poches. Et deuxièmement, il y a l'idée que la finance occidentale est vulnérable et que ça peut faire partie du scénario global, d'où d'ailleurs, je pense, cette idée d'avoir une guerre relativement limitée sur le terrain en Ukraine, mais qui en revanche dure, parce qu'elle épuise les Occidentaux. Je pense que les Chinois, qui sont au risque d'avoir un cliché historique, mais c'est une nation qui n'a jamais aimé faire la guerre extérieure, qui a été certes traversée par de terribles guerres civiles, mais qui a toujours essayé d'éviter la guerre extérieure quand elle le pouvait. Je pense que pour eux, le scénario d'une frappe hypersonique, c'est plutôt le scénario de dernier recours. Je suis tout à fait prêt à entendre d'autres arguments. Éric, ma question Malheureusement, provocatrice. oui, malheureusement, je suis d'accord avec Édouard. Je ne pense pas, d'abord, on le voit historiquement, mis à part l'époque de l'URSS, la Russie, et surtout la Russie actuelle, n'est pas une puissance expansionniste, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Sa stratégie est essentiellement défensive face à l'expansion de l'OTAN et aux menaces sur ses frontières. C'est un petit peu la même chose pour les Chinois. Les Chinois n'ont pas une tradition de domination mondiale. L'Empire du Milieu souhaite avoir des vassaux à ses frontières, mais ça ne va pas tellement au-delà. Maintenant, effectivement, disposer de l'arme hypersonique, est-ce qu'il pourrait l'utiliser contre les Américains en se disant que les Américains souffrent d'une lacune dans leur arsenal?
Je ne pense pas. Alors, pour deux raisons. D'abord, parce que ce serait prendre des risques énormes de déclarer un conflit, mais surtout, c'est qu'on n'est absolument pas sûr de la réaction américaine, parce que l'armée américaine, enfin, les forces armées américaines, ayant cette lacune dans leur arsenal, pourraient être tentées de recourir au nucléaire et au nucléaire tactique à ce moment-là, parce que n'ayant pas finalement de riposte adaptée, ils pourraient tout à fait monter à l'échelon supérieur qui serait un missile tactique nucléaire qui peut être tiré par un avion ou par, comment dire, ou pas par des lanceurs placés au sol. Et donc, ça, je pense que c'est quelque chose, comment dire, c'est un risque qu'ils ne prendraient pas parce que les Américains joueraient ce qu'on appelle la stratégie du fou à ce moment-là en essayant de limiter le système. Alors, il y a toujours cette stratégie de frapper les porte-avions avec un paradoxe quand même, c'est que on dit, et c'est tout à fait juste, que les grands porte-avions sont de plus en plus vulnérables aux missiles hypersoniques. C'est vrai. En même temps, c'est pas si facile que ça non plus d'aller cibler un porte-avions au milieu qui se déplace au milieu du Pacifique. Et il faut noter que les Chinois qui développent d'un côté les missiles hypersoniques se mettent aussi à fabriquer des porte-avions de plus en plus nombreux. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque camp essaie d'avoir la totalité de la gamme des matériels possibles et inimaginables pour faire face tour à tour à un affrontement conventionnel, infranucléaire ou nucléaire. Je dirais que la seule anomalie qu'on observe, et pour moi elle est française, c'est quand on voit notre marine construire un porte-avions de 75 000 tonnes, c'est-à-dire qui fera à peu près le double du porte-avions Charles de Gaulle actuel, je dirais, c'est sans intérêt par rapport à nos besoins. Mieux vaut deux porte-avions de 40 000 tonnes aujourd'hui pour intervenir sur des crises limitées sur nos territoires outre-mer qui sont déjà plus difficiles à cibler vis-à-vis de frappes hypersoniques que de vouloir faire la grenouille qui veut être aussi grosse que le bœuf et avoir un porte-avions de la taille quasiment des porte-avions américains. Mais voilà, moi, mon idée, c'est ça, c'est que le risque aujourd'hui de s'en prendre aux Américains avec des missiles hypersoniques quand ils ne disposent pas des capacités de riposte à peu près équilibrées, c'est prendre ce risque de les voir monter aux extrêmes. euh, Peut-être un extrême conventionnel, mais surtout un extrême nucléaire qui, là, pourrait être assez catastrophique pour le monde entier. Ouais, Alors, si je peux ajouter un point, il y a en revanche un scénario que moi je n'exclus pas, qui serait celui d'une entente au moins basique entre les Américains et les Russes, avec une Union européenne qui continuerait à être d'esprit belliciste et qui irait dans la provocation de la Russie et en particulier, euh, enfin, on se demande toujours si le président français se rend bien compte de la portée des propos qu'il tient quelquefois vis-à-vis, puisqu'on est quand même dans un dialogue entre puissances nucléaires. C'est le moins qu'on puisse dire. Et par ailleurs, comme on le disait depuis le départ, la France est vulnérable parce qu'elle n'a pas l'arme hypersonique et que l'arme hypersonique pourrait paralyser d'emblée certains de ses centres de commandement ou détruire certaines de ses unités. Et donc moi, le scénario que je n'exclus pas complètement, il est intellectuel, mais avec le comportement d'un certain nombre de dirigeants de l'Union européenne, il ne faut pas l'exclure complètement, c'est que les Russes, à un moment, se sentent menacés. Par exemple, si euh, ils ont le sentiment que Kaliningrad fait l'objet de pression trop importante, avec d'une part le bellicisme des pays baltes, d'autre part le fait que l'Allemagne, les pays scandinaves et peut-être les États-Unis, de manière ambiguë, font pression dessus. S'il y avait l'introduction de troupes en Ukraine, eh bien, à ce moment-là, est-ce qu'il pourrait y avoir une frappe hypersonique sur des centres de commandement ou sur des unités en dehors des frontières de l'Ukraine et donc sur un pays de l'OTAN, dans une OTAN où les liens se seraient distendus entre Américains et Européens? euh, je pense qu'il faut se poser la question et il vaut mieux le poser ouvertement parce que je ne suis pas sûr actuellement que nos dirigeants, et là je vise pas seulement Emmanuel Macron, je pense que c'est une caractéristique de toute la génération de dirigeants européens, qui n'ont pas fait de service militaire, à ma connaissance, alors si, peut-être que Friedrich Merz en a fait un, pour qui la guerre est un jeu vidéo par certains aspects,
qui ont pu sans scrupule envoyer des centaines de milliers d'Ukrainiens à la mort, selon la formule, se battre contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien, je ne suis pas sûr qu'ils aient les garde-fous. Et il y a un moment où le principe de réalité, ça pourrait être une frappe hypersonique de la part de la Russie. Alors c'est un Sur scénario nos sols. cauchemardesque, mais c'est celui que je voulais mentionner. Ce serait une frappe, Édouard, sur nos sols, sur le sol français, anglais. Ou allemand ou polonais. On peut pas savoir, hein. Ouais. Éric, tu penses quoi de cette hypothèse? Mais moi, comment dire, je la prends en compte depuis très longtemps. Alors, sur le sol, d'une part, c'est vrai que je pense que c'est notamment à la Grande-Bretagne, qui est quand même qui a été pendant tout ce conflit la plus belliciste contre Moscou. Qu'est-ce que ferait Londres si les Russes envoyaient un missile Orychnik sur une base britannique? Parce que je pense que l'avantage de ces missiles, c'est qu'on, vu qu'ils sont très précis, on ne fait pas des frappes anticipées comme on le fait dans le domaine nucléaire, mais on peut cibler une base navale, une base aérienne, une base sur laquelle il y ait deux régiments pour faire un nombre de victimes important. Je dirais il y a malgré tout un seuil en dessous qui, à mon avis, serait utilisé d'abord, c'est soit couler un bateau, parce qu'effectivement, ça évite de... C'est un signe fort. Si à un moment une escadre est déployée quelque part, on tire, on coule une frégate ou un porte-avions, c'est un signe fort, mais là on sait qu'on ne fait que des cibles civiles et qu'on n'a pas frappé directement sur le sol. C'est un casus belli, il faut le reconnaître, mais c'est aussi un signal qui est très fort. Ou alors on abat les appareils, c'est aussi une possibilité dont disposent encore les Russes, les très nombreux appareils de renseignement électronique qui transitent au large des frontières de la Russie. Voilà. Mais effectivement, qu'est-ce que l'on ferait? Mais j'ai envie de dire de la même manière, si Poutine avait décidé de faire une frappe nucléaire tactique en Ukraine pendant le conflit, comment aurions-nous réagi? Parce qu'aucun des pays nucléaires n'aurait été ciblé. L'Ukraine ne dispose pas de capacité de riposte nucléaire. Alors bien sûr, ça aurait considérablement sali l'image et la réputation de la Russie aux yeux du monde, parce qu'elle aurait été un horrible État qui utilise l'arme nucléaire. Mais en réalité, on aurait été très très démunis pour répondre face à cela. Je dirais le fait que les Russes aient à la fois cette possibilité d'avoir de l'arme nucléaire et du missile hypersonique leur donne une marge de manœuvre importante. Et pour revenir à la question précédente que tu posais, je pense que côté russe comme côté chinois, ce qui est important pour eux, c'est de ne plus être sous la menace, la pression et la dépendance des États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'arsenal dont ils disposent, Washington n'est plus en état de leur imposer leur volonté, ce qui ne veut pas dire qu'eux soient dans une logique de déclenchement de conflit ou d'imposer la leur à Washington, mais aujourd'hui, ils ne sont plus sous cette pression que les Américains pouvaient faire peser, alors qu'ils ont encore des budgets qui sont entre 5 et 10 fois supérieurs au budget de défense russe et chinois. Édouard, tu veux ajouter le mot de la fin sur cette perspective un peu sombre, parce que on se dit que finalement nous sommes très vulnérables aujourd'hui. Oui, oui, c'est ce que je voulais ajouter, c'est que moi, je suis frappé de voir comment notre classe politique, par exemple dans le débat sur l'élargissement de la dissuasion nucléaire à l'Allemagne, à la Pologne, finalement, elle entretient le mausolée du général de Gaulle. Alors, il est très beau, hein, il est propre, on le décore, il y a tout ce qu'il faut. Mais au fond, personne ne se demande comment le général de Gaulle aurait réfléchi depuis 10 ans. Et il est évident que nous sommes vulnérables et autant je suis sceptique, comme tu le sais, Eric, sur quand on invoque la menace islamiste à tout crin sur tous les modes et en confondant tous les pays musulmans entre eux. En revanche, il y a des jeux de puissance. Et on l'a vu récemment, l'Algérie a gagné un bras de fer politique, diplomatique avec la France. On parlait de la Turquie. La Turquie est dans une attitude effectivement agressive par bien des aspects. Alors c'est vraisemblablement le problème turc pour l'instant, c'est plutôt l'État d'Israël et réciproquement. Mais on peut imaginer, rappelons-nous qu'il y a quelques années, Emmanuel Macron avait soutenu la Grèce contre la Turquie, prenant parti. Alors c'était peut-être justifié. D'ailleurs, c'est pas ce que je lui reprocherais forcément le plus. Mais qu'est-ce qui se passe si la Turquie a des armes hypersoniques et frappe effectivement la flotte française en Méditerranée? On voit bien ce qui est en jeu.
et donc il serait urgent d'avoir une révision de la doctrine stratégique française. Et ce qui m'inquiète dans ce qu'a dit Éric de Nessé, c'est que ça ne soit pas une préoccupation première effectivement de la réflexion stratégique française. Moi, c'est aussi la perception que j'ai pour le peu que j'ai pu observer, mais euh, Éric, vous êtes effectivement, vous suivez ça plus au jour le jour, et je trouve ça en soi triste et inquiétant pour parce que notre dissuasion nucléaire, il suffit de la moderniser d'une certaine manière et elle reste crédible. En revanche, si nous n'avons pas des armes de dissuasion infranucléaire, si nous n'avons pas non plus la capacité à fabriquer des drones massivement en série, nous ne sommes pas crédibles dans nos positions militaires et diplomatiques. Bon, Eric, tu veux nous donner le mot de la fin? Et oui, j'ai envie de terminer à la fois sur un aspect historique et un aspect humoristique. Aspect historique, c'est vrai que j'entends beaucoup parler du rôle du général de Gaulle dans la dissuasion nucléaire, mais il faut rappeler qu'elle a d'abord été initiée par la quatrième République avant le retour de Gaulle au pouvoir, et puis que la doctrine a surtout été faite par les généraux gallois et Aylray, plus que par le général lui-même, et qui a bien su l'utiliser. Alors, un mot humoristique, nous avons finalement une chance dans notre malheur, c'est que la taille de l'armée française aujourd'hui est tellement faible, tellement petite, que je me demande ce que vont cibler les missiles hypersoniques adverses. Ceci dit, s'ils ciblent et qu'ils touchent, on pourrait rapidement voir la moitié de nos forces armées détruites en quelques frappes. Donc, c'est tout ça aussi pour plaider pour une remontée en puissance de nos effectifs et de nos forces. Mais alors, ça devient une situation cornélienne pour un chef de l'État, quel qu'il soit, parce qu'il doit tout faire en même temps, et ça pose de vrais problèmes. Bon, merci messieurs. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour reparler encore affaires stratégiques. Je rappelle aux lecteurs du courrier qu'ils peuvent retrouver demain Ulrich Reisner qui nous parlera de la course de Donald Trump aux ressources énergétiques, aux ressources fossiles. Et puis nous aurons une surprise encore vendredi dans nos colonnes, sur notre chaîne YouTube. Une très belle surprise. Merci messieurs et à très bientôt. Merci. Merci aux deux Éric.